républicaine Nathalie Béranger officialise sa candidature aux élections législatives de la première circonscription. On ne connaît pas encore les adversaires, mais les deux tours devraient se dérouler en janvier. Des citrouilles, des sorcières, des vampires et des toiles d'araignée. Venus d'Irlande en passant par les États-Unis, Halloween fait aussi des émules chez nous, comme à Champagné et dans un hôtel hanté de Grenoble. Et puis éditeur de livres et du magazine Les 4 Saisons, mais aussi organisateur de stages dans son centre du Trièves. Terre vivante est en difficulté. Olivier Blanche, directeur général de la SCOP, est l'invité de ce JT. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 31 octobre 2024. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Bravo le Lynx, un jeune grenoblois en pleine séance de sport au-dessus de la tronche a fait hier une rencontre insolite qu'il a immortalisée et postée sur Instagram. Devant lui, sur le chemin, trottinait un lynx. L'homme et l'animal, à environ quelques mètres de distance, se sont observés plusieurs minutes sans perdre leur sang-froid. Logique pour David Touranchot qui, à 23 ans, partage son temps entre ses études de médecine et des compétitions de ski-alpinisme au sein du team Isère Montagne. Le lynx est un animal protégé que l'on trouve principalement en France dans le Jura. Il n'y aurait que 200 individus sur tout le territoire. L'étudiant en a donné la position exacte du lynx qu'à l'Office français de biodiversité et au centre Athénas, spécialiste de la conservation du lynx. C'est toujours mieux qu'un loup-garou, mais attention, la maison de l'horreur à Champagné abrite toutes sortes de monstres. Prêts à vous faire mourir de peur en cette nuit d'Halloween, Maxime Sonnen et Jérémy Pinard l'ont visité en avant-première et sont revenus à peu près en bon état. Halloween, la fête des monstres et des citrouilles. Si pour les enfants, le déguisement, le seau et un sort suffisent pour amasser quelques bonbons, d'autres prennent la fête plus à cœur. Pour nous plonger dans l'univers horrifique d'Halloween, Julien et Christopher ont décidé de décorer leur jardin. Alors ici, on est chez nous, dans notre maison à Champagné, enfin plus précisément dans le jardin en fait. Champagné, c'est une petite colline qui se trouve un petit peu au-dessus de Grenoble. Et on est dans notre jardin, puisqu'en fait on a décoré tout notre extérieur, tout notre jardin. Julien et Christopher décorent depuis 4 ans leur maison au point d'en faire une attraction touristique. Passionnés par Halloween, le jardin de cette maison se transforme le temps de la fête en un véritable parcours d'horreur pour ceux qui oseraient s'y aventurer. En fait, on est tous les deux assez fans d'Halloween, on aime bien l'ambiance, le fait de faire peur aux gens, les décorations d'Halloween. Les premières décos qu'on a mis pour Halloween, ça devait être en 2020 à peu près. Et d'année en année, en fait, on augmente. Là, cette année, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup trop de décorations juste pour tout mettre devant la maison. Donc, on s'est dit qu'on allait faire un parcours et faire un peu plus étalé, donc faire le tour de la maison. Le parcours se divise en 4 portions. La première ambiance est composée de poupées brûlées ou découpées, en passant par les clowns pour nous emmener dans le cimetière. Et enfin, une partie fermée mélangeant boucherie et araignées. De quoi satisfaire tous les passionnés d'horreur. On a recruté un petit peu toute ma famille, donc j'ai des amis et ma famille, mes parents, mes sœurs et leurs maris qui vont venir, qui vont se déguiser et il y aura dans le parcours et tout au long du parcours des gens déguisés qui font peur, un peu à la manière justement des parcs d'attractions. Si leurs estimations comptaient aux alentours de 300 visiteurs chaque année, Julien et Christopher espèrent en effrayer tout autant en 2024. La maison est ouverte ce jeudi soir à partir de 19h et également vendredi soir. Depuis plus de 2 siècles, l'hôtel de l'Europe, place Grenette à Grenoble, on a vu passer des visiteurs et comme on s'y sent bien, certains ont décidé de prolonger leur séjour au-delà du raisonnable. À l'occasion de la fête des morts, ils sortent prendre le frais. Rassurez-vous, ici, ce sont plutôt les enfants qui leur font peur. Bienvenue à l'hôtel de l'Europe. On s'est dit qu'on allait profiter d'Halloween pour faire un événement. Et donc là, le but, c'est vraiment de ramener plein de monde extérieur pour que quand ils ont de la famille, ils pensent à nous. Et donc là, on a mis en place un stand de bonbons, un stand de maquillage et en fait tout un parcours immersif qui va monter dans l'hôtel où on va pouvoir découvrir les différentes chambres avec un petit scénario Halloween, quoi. Du coup, le scénario, en gros, c'est une mariée qui faisait partie de la famille de l'hôtel et son mari, il était jaloux de l'héritage, donc le lendemain du mariage, il l'a tué dans l'hôtel pour récupérer tout l'héritage. Et du coup, la mariée, elle hante l'hôtel. Et donc, on va retrouver son corps dans une des chambres. Elle va bouger un petit peu de partout, on va la voir. Et d'autres surprises, quoi.
Aujourd'hui, on fait visiter l'hôtel de l'Europe. Un vieil hôtel où il y a quelques années de cela, une nuit de noces atroce a eu lieu. Les gens qui visitent verront ce qui s'est passé ce soir-là, cette nuit-là. C'est mon oiseau. Moi je suis le groom. Je fais monter les gens dans les étages afin qu'ils visitent l'hôtel. Et peut-être repartiront chez eux morts ou vivants. À eux de choisir. Et heureusement, Halloween, c'est qu'une fois dans l'année. Dites 3 fois le nom du préfet et il disparaîtra. Louis Laugier a été officiellement nommé directeur général de la police nationale ce matin en Conseil des ministres. À 59 ans, Louis Laugier, Saint-Cyrien originaire de Paris, confronté ces derniers temps à une vague de violences et meurtres liés au trafic de stupéfiants dans la métropole, remplacera Frédéric Vaux, parti en retraite après les JO. Louis Laugier était arrivé en Isère fin août 2023. Si on ne connaît pas encore le nom du préfet qui officiera lors des élections législatives anticipées de la première circonscription de l'Isère provoquée par la démission d'Hugo Prévost, on sait déjà que Nathalie Béranger sera dans la course. L'élue grenobloise souhaite retenter sa chance dans quelques semaines. Lors des législatives l'été dernier, elle n'avait obtenu que 7% des suffrages au premier tour, insuffisant pour se maintenir au second. Mais estime-t-elle, les conditions ont changé. Ma candidature, moi je le dis, elle est logique, puisque je suis investie sur ce territoire depuis de longue date. J'y habite depuis quasiment toujours, depuis l'âge de 18 ans. Et je suis conseillère municipale, je suis conseillère régionale. J'ai beaucoup œuvré, travaillé sur cette circonscription et je souhaite poursuivre tout simplement dans cette voie-là avec un mandat parlementaire. Aujourd'hui, on n'a pas l'égalité encore entre les hommes et les femmes. Et ça, c'est vraiment... C'est pour moi un sujet sur lequel je serais très intéressée de travailler sur le plan national. Je l'ai beaucoup travaillé sur le plan local, mais j'aimerais le travailler sur le plan national. Parce que vous savez, un pays, quand il ne se porte pas très bien, généralement ce sont plus les femmes qui en pâtissent que les hommes, parce que les femmes ont des plus petits revenus. L'égalité salariale n'existe pas encore, elles sont parfois à temps partiel. Et elles ont souvent la charge de leurs enfants aussi. Renaissance aujourd'hui, ils ont toujours le président de la République, le gouvernement et les Républicains, donc c'est la raison pour laquelle je pense que je peux être effectivement une candidate unique. Nathalie Béranger est aussi présidente d'Alpexpo et donnera demain le coup d'envoi de la foire d'automne, le rendez-vous shopping, habitat, gastronomie qui réunit 350 exposants jusqu'au 11 novembre, avec aussi les principaux clubs sportifs du territoire et les métiers du secours et de la sécurité publique, sans oublier un village des Isérois et tous les jours des animations, particulièrement cette année autour des pirates et des trésors des Caraïbes. Le tirage au sort du 7e tour de la Coupe de France de football a eu lieu mercredi. Une belle affiche pour le FC2A, le club des Allobroges à Grenoble, qui évolue en Régional 2 avec quelques anciens pros dans ses rangs, comme Yorick Ravé. Il affrontera Martigues, club de Ligue 2 le 16 novembre, sans doute au Stade des Alpes. 5 divisions séparent les deux équipes. Et puis, comme d'habitude, serait-on tenté de dire, le GF38 a encore tiré Villefranche, un club de national, juste un cran en dessous. Ce pourrait être, là aussi, à Grenoble. L'agenda sport de ce week-end, le FCG Rugby reçoit Agen vendredi pour regagner sa place dans le trio de tête. Allez les encourager, nombreux au Stade des Alpes à 21h. Les Brûleurs de Loup, toujours en tête de Ligue Magnus, attendent de pied ferme les Ducs d'Angers qui les avaient battus il y a quelques semaines avant de perdre pied jusqu'à la 5e place. Revanche samedi à 20h15 à Pôle Sud. Après Villeneuve, samedi dernier, c'est Caen qui est attendu par les Yetis samedi prochain 2 novembre à la Halle Clémenceau pour la 5e journée de Ligue Élite de roller hockey à 19h30. Ça tourne sans arrêt jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un seul. La Chartreuse Backyard Ultra revient à Saint-Laurent-du-Pont. Une règle simple, courir à 6,7 km/h pour parcourir 100 miles et tenir le plus longtemps possible. Le record du monde de l'épreuve vient d'être battu par le Belge Merlin Geerts qui a parcouru 737,66 km en 110 heures.
Terre Vivante veut continuer de tourner. Créée il y a plus de 40 ans, cette scope implantée à Mins, au cœur du Trièves, connaît depuis quelques années des difficultés et a déjà dû licencier plusieurs personnes. Multi-activité, elle met le développement durable et l'écologie pratique au cœur de ses actions et a lancé un financement participatif sur Ulule qui a déjà permis de récolter plus de 105 000 euros. Bonsoir Olivier Blanche. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de Terre Vivante. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quelles sont toutes les activités diverses et variées de Terre Vivante ? Comme vous l'avez dit, ça fait maintenant presque 45 ans qu'on existe. On est dans le Trièves depuis 30 ans cette année. Et nous avons 3 métiers principaux. L'édition, donc faire des livres, des beaux livres. Une revue périodique autour du jardinage bio. Et un centre écologique situé à Mins qui accueille différentes populations, des scolaires jusqu'aux stagiaires, séminaires et touristes l'été. Vous publiez combien de livres par an ? On est à 50 nouveautés par an depuis à peu près 10 ans et on reste stable à ce niveau-là. Est-ce que c'est une fierté d'avoir pu, au fil de toutes ces années, vous êtes connu dans la France entière, vos livres éditions Terre Vivante sont régulièrement cités dans des émissions culinaires, de bricolage ou autres ? On est très attentif à garder important cet ancrage territorial, mais effectivement, notre vitrine, elle est nationale, que ce soit pour les livres ou que ce soit pour la revue. On est disponible dans la plupart des points de vente de livres ou de journaux. C'est le cas depuis le début. Et on a un écosystème de lecteurs, d'amoureux de ce que l'on défend depuis si longtemps autour d'une écologie du quotidien, une écologie que chacun peut appliquer. L'idée est de proposer des solutions concrètes pour essayer de contribuer à quelque chose de meilleur pour la planète. Oui, parce que évidemment, il y a les politiques écologiques qui se portent plus ou moins bien, voilà. Mais vous, c'est vraiment de dire que chacun peut apporter oui, alors maintenant, on peut aussi dire que c'est plus suffisant parce que le mouvement des colibris qui a été lancé il y a une vingtaine d'années où chacun devait jouer sa petite part, on a bien constaté qu'avec tout ce qui s'accélère depuis quelques nombres d'années, c'est plus suffisant. Donc il faut qu'on change d'échelle. Et donc notre mission, elle est véritablement de contribuer à essaimer ces bonnes initiatives qui existent partout dans les territoires en France. On a lancé récemment une collection avec le 1% pour la planète, qui est une organisation non gouvernementale et qui permet pour chaque acheteur d'un de ces livres de reverser 1% du prix du bouquin à destination d'associations qui œuvrent sur le terrain concrètement sur différents sujets, biodiversité, entretien des sols, intégration d'un certain nombre de personnes en déshérence. Donc on aborde toutes ces thématiques-là avec le lancement de cette collection qui est tout récent. Est-ce que vous les avez envoyés aux membres du gouvernement, ces petits livres ? Non, mais c'est une excellente idée. Je vais essayer de trouver l'adresse. Vous avez ce magazine, 4 saisons, jardin bio, permaculture et alternative. Aujourd'hui, tout le monde fait de la permaculture, non ? C'est exact. Alors, le terme est peut-être tombé légèrement en désuétude, mais l'important pour nous, c'est de donner tous les 2 mois, puisque c'est un bimestriel, des solutions concrètes pour cultiver plus sain, pour pouvoir bénéficier de ce que l'on produit, parce que ça contribue à une alimentation plus saine et donc moins chère, parce que vous n'êtes pas sans savoir que arriver au bio et atteindre le bio n'est pas à la portée de toutes les bourses. Donc on a l'ambition modeste de pouvoir justement permettre à ceux qui possèdent un jardin, et ce n'est pas toujours le cas malheureusement, de pouvoir cultiver son jardin, comme disait Voltaire, et trouver production qui permet de mieux manger. Tout ce que vous proposez, vous le testez à Terre Vivante, puisqu'il y a un jardin, il y a aussi de l'habitat, plein de choses. C'est l'avantage d'avoir ce centre qui fait de nous un éditeur un petit peu particulier parce qu'on est très hybridé, si je peux me permettre cette expression. Et le jardinier aime bien faire plein d'expérimentations et c'est véritablement notre mode de fabrique. C'est-à-dire qu'il arrive que nous ayons des idées de culture que l'on va raconter dans les livres ou dans la revue, ou à l'inverse, qu'on reçoive des lecteurs, des idées ou des initiatives qui ont été prises et que l'on va tester à plus grande échelle ou à autre échelle au sein du centre. Donc tout ça formate un vécu, un récit que l'on essaye de retranscrire de manière la plus abordable possible. Alors depuis 2-3 ans, vous rencontrez des difficultés financières. À quoi sont-elles dues ? Alors on avait passé un très bon moment avec le Covid, ça peut paraître bizarre de dire ça comme ça, mais les gens avaient du temps, donc ils ont redécouvert leur proximité et notamment leur verdure.
Et puis, il y a eu la guerre en Ukraine qui a entraîné toute une série de conséquences pour les consommateurs que nous sommes tous et pour l'éditeur que nous sommes, notamment un très très fort renchérissement des matières premières. Et pour nous, la matière première, c'est le papier. Donc le prix de la tonne a été multiplié par 4. Un papier particulier, évidemment. Un papier graphique, oui, qui est un petit peu plus complexe à fabriquer. Plus écologique. Plus écologique. Alors, c'est plus compliqué de trouver des papiers recyclés, mais on essaye de tendre vers cette exemplarité. Et ces coûts qui ont formidablement augmenté, se sont accompagnés aussi pour le consommateur que nous sommes, encore une fois, d'arbitrage budgétaire. Notre porte-monnaie, il n'est pas sans trou. Et donc, les biens culturels, de manière plus générale, sont souvent pas des dépenses contraintes, c'est des dépenses anecdotiques ou pas essentielles. Et donc, c'est celles-ci qu'on sacrifie en premier quand on a du mal à finir les fins de mois. Donc, on souffre, comme beaucoup de producteurs de contenu sur le livre ou sur la presse, de ces difficultés aujourd'hui du consommateur que nous sommes. Et du coup, vous souhaitez vous tourner vers peut-être plus de contenu numérique pour cette raison, et puis aussi pour attirer de nouveaux publics. C'est à ça que va aider la cagnotte ? Exactement. Donc on remercie fortement parce qu'en l'espace de 2 semaines seulement, nous avons atteint le premier palier qui était de 100 000 €. Alors bien évidemment, on n'est pas très habitué à ce type d'opération et c'est notre première expérience. Donc on avait fixé un montant en se disant que jamais on allait pouvoir l'atteindre. On l'a atteint. Il n'est pas suffisant parce qu'en fait, la réalité de nos difficultés, elle est supérieure à ce montant-là. Et pouvoir continuer de contribuer à cette campagne de financement participatif nous permettra de nous faire accompagner pour lancer des nouveaux projets. Alors, bien sûr, le numérique est à la clé, mais on a déjà essayé plein de choses. L'objectif là, il est vraiment de sélectionner, de trouver la recette, pas miracle, mais la recette qui fonctionne. Merci beaucoup, Olivier Blanche. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Terre Vivante. Si on veut continuer de voir Terre Vivante, on peut évidemment acheter quelques-uns de vos livres. Ça fait des beaux cadeaux pour Noël. Exactement. Je vais du plus petit... Après, ça va devenir un petit peu lourd. Je fais du plus petit au plus gros. Voilà, ça fait pas mal de trucs sous le sapin. Disponible mais en tout cas, chez Artaud, chez De Citre, chez Le Square, bref, chez toutes les bonnes librairies. Dans toutes les bonnes librairies indépendantes de Grenoble, achetez local. Voilà, merci. Dans l'agenda également, une soirée stand-up salée de Montvigne à Fontaine, samedi, avec plusieurs humoristes issus du Jamel Comedy Club. Une partie des bénéfices seront reversés à Équipage, une association locale qui recueille des fonds pour construire des ponts dans des villages isolés en Afrique. Aujourd'hui, dans Si on parlait, on remonte le temps pour redécouvrir une pépite du patrimoine, le château de la Motte des Bains. En Matésine, à l'abandon et en piteux état, un collectif se bat pour le faire vivre. Tandis qu'à Vif, la maison des Champollion a pu, elle, être réhabilitée et transformée en musée départemental dédié à l'égyptologie. Caroline Dugan, sa directrice, nous ouvre ses portes. Enfin, Laurent Poncelet nous présente la 12e édition du FITA, le Festival international du théâtre action, un brassage social sur les planches du 8 au 24 novembre, un peu partout à Grenoble et à Crolles. En attendant les rencontres Ciné-Montagne qui débutent mardi soir, revivez les prolongations de l'édition 2023, dimanche à 21h sur Télé Grenoble, avec la diffusion de 3 films. Rise with Juliette Willman, l'histoire d'une freerideuse qui se lance corps et âme dans le ski de haute montagne. Friluftsliv, la vie au grand air avec la famille Delerue dans la traversée du massif le plus plat de la Norvège, un couple et un petit bébé. Et Nuptse, la quête obsédante d'alpinistes français prisonniers de leur désir de sommet. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Dans un instant, la météo, pas de JT le 1er novembre. On se retrouve lundi à 18h. Belle soirée et excellent week-end à tous.